Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel on pose des sujets cruciaux pour la nation. On essaye tout simplement de donner des réponses à certaines questions que vous vous posez et quelque part avoir un regard sur les politiques, sur les citoyens, sur plusieurs sujets. Voilà, on essaye bien d'avoir tout ça et puis sur ce plateau, on invite des personnes qui s'y connaissent sur le sujet pour pouvoir pousser cette réflexion. Et puis, comme vous le savez, très généralement, à la fin, nous sortons quelques recommandations qui peuvent sûrement influencer ou bien éclairer les politiques du pays. L'un des éléments importants et cruciaux pour un pays est sa ressource humaine. Elle contribue à sa croissance dans tous les domaines. L'éducation, qu'elle soit en milieu rural, citadine et même les deux doivent être en ligne de mire pour la formation des ressources humaines de qualité. L'éducation, le système éducatif sont souvent le reflet d'un pays qui émerge ou pas. Quel aperçu on pourrait faire de l'éducation ou même du système éducatif du Mali? Quels en sont les défis pour faire face, surtout au contexte actuel que traverse le Mali? Sont tellement de questions qui nous reviennent très souvent, d'où notre réflexion du jour qui a pour thème: quelle réflexion nécessaire pour répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui? Téléspectateurs de Mandé TV, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mamadou Diallo. Il est le secrétaire général de la commune 6 plutôt, membre du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Mali, SINEM. Voilà, Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour madame, ça va? Ça va très bien. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Effectivement, je profite de ce plateau pour dire merci à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement et à vous-même. Vous êtes pour votre développement, pour la cause de l'éducation malienne. Je remercie également les autorités de l'éducation malienne, notamment Madame la directrice de l'Académie Rive Droite, Aminata Kanté, toutes les autorités chargées de l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, et merci surtout à vous de vous rendre disponible. On sait que en cette période, c'est les préparatifs pour la rentrée. Voilà, je pense que là, c'est le travail qui s'intensifie davantage. C'est ça. Deuxième invité sur ce plateau pour pousser la réflexion, il s'agit de Monsieur Jean Diarra. Il est enseignant en philosophie, il a un master de l'enseignement secondaire général. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour, Madame Maïga, vous allez bien? Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ben voilà, donc je tiens à remercier tout ce personnel de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet aussi intéressant. Et j'ose espérer qu'à la sortie de cet entretien, vos auditeurs sauront tirer davantage de leçons et de compréhension. Merci. Merci beaucoup, cher invité, de votre disponibilité. On parle de ressources humaines, et on parle forcément de formation, d'éducation, système éducatif. On va faire un petit rappel en plantant le décor, notamment en définissant l'éducation. La définition de l'éducation, selon vous? Madame, merci. L'éducation, en voulant définir l'éducation, il y a plusieurs définitions. L'éducation se définit en plusieurs formes. Il y a l'éducation, que ce soit l'éducation traditionnelle, l'éducation moderne ou colonisateur, l'éducation des colonisateurs. En un mot, l'éducation, c'est un processus qui permet d'inculquer sa connaissance à un sujet ou bien à un enfant pour pouvoir le préparer dans sa vie à venir.
bon. Ou autrement dit, c'est une réaction des adultes sur les enfants. C'est une réaction, la réaction des adultes sur les enfants. Donc, c'est comme ça que l'éducation se définit. Que ça soit traditionnel ou moderne, c'est une réaction que les adultes exercent sur les enfants pour pouvoir les mieux préparer à pouvoir devenir un homme de demain, pour pouvoir devenir un cadre de demain, pour les préparer à la vie future. C'est comme ça que nous comprenons comme définition. La réaction, on pourra dire, c'est la transmission de certains principes, valeurs et autres. Monsieur Diarra, sûrement vous avez un complément à nous donner sur cette définition de l'éducation. Oui. D'ailleurs, il y a le philosophe de l'Antiquité, Pythagore de Samos, qui disait que éduquez les enfants et vous n'aurez plus à punir les adultes. Ça montre que l'éducation joue un rôle prépondérant et incontournable dans la vie en société. D'ailleurs, c'est un mot qui vient du latin éduquer, qui veut dire prendre soin. Aider quelqu'un à s'accroître, à s'améliorer. Ça veut dire quoi? C'est permettre aux enfants de devenir des humains, des hommes de demain. Autrement dit, l'éducation a pour objectif de développer un être humain, autrement dit un enfant. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de l'éducation au Mali? Parce que M. Diallo, vous venez de dire l'éducation est dans plusieurs domaines. Qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit par le colonisateur, comme on le dit, entre guillemets, moderne. Quel aperçu avez-vous aujourd'hui de l'éducation? On en parle vraiment beaucoup, surtout par les temps qui courent. On entend les personnes dire « Ah, l'éducation aujourd'hui, c'est pas comme avant, l'éducation aujourd'hui... » Voilà, mais quelle analyse avez-vous de l'éducation au Mali actuellement? Actuellement, l'éducation du Mali actuellement a tendance à se transformer d'une manière ou d'une autre parce que les parents ont tendance, qui ont la charge, la lourde charge d'éduquer les enfants, ont tendance à baisser le bras dans l'éducation de les enfants. Parce que quand on parle de l'éducation, les gens pensent tout de suite à l'école. C'est que les enseignants, les relations entre les enfants et les enseignants. Alors que l'éducation, ça s'effectue sur 3 milieux. L'éducation d'un enfant, il y a la famille, il y a l'école, la rue d'abord, la société et l'école. Voilà les 3 milieux d'éducation. Maintenant, pour que ces milieux-là, parce que c'est des milieux qui se complètent, mais maintenant qu'une fois que l'un de ces milieux-là faille, n'arrive pas à bien jouer son rôle, donc vous allez constater réellement une faille quelque part dans l'éducation de cet enfant. Maintenant, et le tout début, c'est la famille. Et dans notre pays, comme le Mali, dans les pays africains, l'éducation des enfants compte beaucoup. L'éducation, c'est-à-dire quand tu vois un enfant bien éduqué, même à l'école, nous en tant qu'éducateurs, tu sens tout de suite que cet enfant a reçu une éducation digne du nom. Et c'est les parents qui ont joué ce rôle-là. Maintenant, la société, et après cette éducation familiale, il y a l'éducation à l'école. Les enfants nous retrouvent à l'école. On essaie de renforcer ce qu'ils ont reçu comme éducation familiale. Nous, on essaie de renforcer, consolider cette éducation-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une éducation de base au sein de la famille. Oui, forcément. Et à partir de là, l'école renforce cette éducation de base. Mais madame, je vous avoue, quand il faut être enseignante pour savoir, te rendre compte que cette éducation de base a cessé, a baissé depuis des années très éloignées. Actuellement, un enseignant, ça sent bien que les enfants viennent avec leur mauvais comportement dans l'école. Tu sens tout de suite que l'enfant est issu dans une famille où il n'y a pas d'éducation du tout. Mais toi, en tant qu'encadreur,
tu essaies de le modeler. L'enfant, c'est comme une matière sur laquelle l'enseignant travaille. Tu dois chercher à connaître cet enfant-là avant de commencer à le modeler. Ça, c'est la psychologie de l'enfant. Donc, tout de suite, l'enseignant fournit des efforts, mais que cela ne tienne, il fait ce qu'il peut faire. Et après, l'école, l'enfant, il y a des enfants qui réussissent à l'école, on continue à les redresser. Mais ceux qui ne réussissent pas, ils vont dans la rue. Et c'est la société qui va les éduquer en ce moment. C'est là où on va faire intervenir la société à travers les cas sociaux où on va voir des enfants dans la rue. Ils sont en train de faire ils ont des mauvais comportements dans la société. Et par fini, ils tombent dans leur propre piège, où c'est ça, où on les dirige vers, soit dans les prisons, ou bien, en tout cas, des punitions qui vont les permettre de se corriger. En un mot, dans votre analyse, oui. Succinctement, si vous devez donner une analyse en un mot, oui. En une phrase, selon vos observations, oui. Selon ce que vous voyez quotidiennement, oui. L'éducation au Mali, quelle analyse? Bonne, pas bonne, moins bonne? Il y a du schéma. J'ai dit, actuellement, l'éducation du Mali est passable. On ne peut pas le comparer au Mali d'antan, à l'éducation du Mali d'antan. Parce qu'il faut reconnaître que les choses ont beaucoup changé. L'éducation n'est plus comme avant. Donc c'est acceptable. Parce que c'est acceptable dans la mesure où tu quittes ici pour aller dans un autre pays ou bien dans une autre localité qui est différente, dont leur éducation est différente de celle du Mali. Tu vas te rendre compte nettement que l'éducation du Mali aussi est encore meilleure. Parce que l'éducation au Mali, c'est sur la base familiale, traditionnelle, etc., etc. Donc, en conclusion, l'éducation du Mali est bonne à moitié. D'accord, merci beaucoup. On verra peut-être devant tous ces défis-là, on va sûrement évoquer les défis de l'éducation en tant que tel. Monsieur Diarra, l'éducation, Monsieur Diallo vient de dire, l'éducation, elle est sur au moins 3 piliers, familial, social et l'école. Est-ce que ça manque, par exemple, d'équilibre de tous ces milieux qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'éducation qui est confrontée quand même à pas mal d'équilibres? C'est un problème d'équilibre ou bien c'est une défaillance de un des piliers, en fait? Ok, ben voilà, et Diallo a soulevé une préoccupation qui est quoi? Et les gens confondent l'éducation et l'enseignement. L'éducation, c'est la transmission des valeurs et des pratiques sociales. Or, l'enseignement, c'est quoi? C'est le fait d'aider un enfant à développer sa capacité intellectuelle. Et pour ce faire, l'enfant a besoin de ce qu'on appelle une base, un comportement, une discipline. Donc, pour pouvoir bien le préparer à pouvoir développer sa capacité intellectuelle, il faut que l'enfant ait ce qu'on appelle une base morale. Cette base morale a tendance souvent à échapper au Mali. Mais il faut aussi reconnaître que l'école aussi tend à remédier à ça. C'est pourquoi vous verrez des enfants à l'école qui sont indisciplinés, mais malgré cela, l'école fait de son mieux pour pouvoir remettre les enfants sur le droit chemin. Mais je veux dire en un mot que c'est à voir un peu, l'éducation, c'est à voir un peu. L'éducation. C'est à revoir quoi. Il y a beaucoup de zones à renforcer. Il a bien dit, les parents ont tendance aujourd'hui à laisser la place à l'école. Au lieu d'éduquer les enfants, par exemple, pourquoi au Mali, le système éducatif, c'est quoi? On met l'enfant à partir de 7 ans. De 2 à 7 ans, l'enfant est censé être éduqué par les parents. Mais si les parents délaissent leur rôle, ça va beaucoup manquer à l'école. Voilà. Donc, c'est là-bas où vous me comprenez, vous me rejoignez que l'éducation commence au niveau de la famille d'abord. Non, ça c'est indéniable. Partout c'est comme ça. À vous entendre aujourd'hui, c'est vrai qu'on rejette très souvent la faute sur le système éducatif. Elle n'est pas magicienne à pouvoir résoudre en réalité tous ces lacunes, cela, mais elle contribue beaucoup.
Parce que même s'il y a l'éducation, après, c'est le pan qui permet de former l'homme pour la société. Notamment les ressources humaines. Oui. La définition du système éducatif. Monsieur Diallo. Bon, comme son nom l'indique, système éducatif, c'est une chaîne qui permet d'éduquer, parachever l'éducation. Bon, parlant de système éducatif, nous allons forcément parler des réformes. Les réformes éducatives. Parce qu'à l'école, le système que nous enseignons ici au Mali, est-ce que c'est le même système qui est appliqué ailleurs? Donc c'est là où on parle de système éducatif. C'est une politique que l'État, les autorités, les dirigeants appliquent sur le terrain. Et c'est ça qu'on appelle le système éducatif. Et ces systèmes-là passent par des réformes, que ça peut être des réformes favorables ou défavorables pour la bonne marche de notre éducation. Il y a des réformes qui sont bien, qui sont adaptables à notre système, parce que quand on parle de système, il y a à notre réalité, la réalité du terrain, liée l'école à la vie. Donc il faudrait que ce système-là soit adaptable pour que les enfants qui sont soumis à ce système-là tirent profit. Donc moi je pense que c'est comme ça que moi je vois comme définition du système éducatif. Monsieur Diarra, votre définition du système éducatif en français, oui, bien sûr que vous rejoignez. Bon, moi je peux dire qu'un système est la manière par laquelle un pays, une société, passe pour transmettre la connaissance. C'est un ensemble de manières, un ensemble de moyens, de manières par laquelle un pays, une société s'organise pour transmettre la connaissance, pour moi. On parle souvent de réformes et tout. Les réformes ont bien évolué jusque-là. Oui. On en a lâché certains. C'est ça. Et on en a rajouté ou pris certains. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que quand on fait un bilan sur le Mali, Oui. le Mali vient de fêter il y a quelques jours, quelques heures, les 65 ans. Oui, oui. Et on parle très souvent de réformes éducatives. Oui. Certains ont approuvé, d'autres n'ont pas approuvé. Oui, oui. Votre avis sur ces réformes? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a quel pied? On tient sur quel pied de réforme peut-être? Madame, vous savez que ces réformes, le Mali est devenu, vous m'excusez du terme, en quelque sorte, un terrain où on... D'apprentissage, de tests, de laboratoire. Merci. Ok. Parce que souvent, on ne peut pas comprendre que en 2010, le système qui existait au fondamental, le curricula ou bien l'APC, quelque chose comme ça c'est les réformes. Maintenant, quand ces systèmes-là, les autorités les amènent, moyennant puisqu'ils sont accompagnés des ressources financières. Bon, maintenant, il faut voir si le système, les réformes que vous voulez essayer, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire, il faut que ce système-là, ces réformes-là, tiennent compte de son importance. Est-ce que ça, c'est profitable? Les enfants vont profiter? Est-ce que ce n'est pas profitable? Est-ce que ça répond à nos réalités? Et tout le monde sait que apprendre dans sa propre langue est encore mieux. Mais souvent, au Mali, nous assistons des réformes où on les amène pour essayer 2 ans, 3 ans. On abandonne ça et on entreprend d'autres réformes. 2 ans, 3 ans, 4 ans, on abandonne ça et on enchaîne d'autres. Sans pour autant bien assimiler la première réforme qui a été essayée. Il ne faut pas que nous continuions à être des champs d'essai. Chaque fois, on est en face des réformes. Les enseignants qui sont en train d'appliquer ces réformes-là avec les élèves ne sont pas bien formés. À plus forte raison que les élèves.
on m'envoie une formation pour bien apprendre, un système, que ce soit le curriculum. Moi, je n'ai pas bien. Pendant 5 jours, c'est cette période-là qui est... C'est une formation sur 5 jours pour pouvoir après mettre en œuvre la réforme. Merci. Est-ce que 5 jours peuvent me permettre de mettre ça en œuvre et bien comprendre pour venir passer ce message-là, bien passer le message? Bon, on m'aventure sur ça pendant 2 ans. Et 3 ans après, on dit, bon, hey, il faut laisser ça. Prends ça là. On essaie aussi. C'est le Mali, c'est toujours, nous sommes dans un éternel essai des systèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre système éducatif ne sait même plus sur quel pied il faut aller. Et les encadreurs, et les formateurs, et les élèves, on est tous perdus. On est tous perdus. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement secondaire, on parle de l'APC. Approche par compétence. Mais ceux qui sont habilités à appliquer cette réforme-là dans les classes avec les élèves, ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés. Il n'y a même pas 2 semaines, l'Académie Rive Droite a organisé une formation au niveau de son académie sur 150 enseignants de l'enseignement secondaire pour pouvoir faire face à ces défis-là et relever ces défis-là qui va tenir compte et qui aura des résultats escomptés au courant de l'année à venir. Moi, je pense que s'il faut amener une réforme, il faut bien former les formateurs qui sont appelés à pouvoir bien donner le message, transmettre ce message-là. Exécuter la réforme. Exécuter la réforme avec les enfants. Mais malheureusement, c'est ça. C'est pas la peine. Souvent, on te fait quitter dans une localité, on t'amène ici et tu trouves une nouvelle réforme que tu n'as jamais vue. Et on te dit de mettre ça en application avec les élèves. Comment tu vas t'en sortir? Toi, en tant que professeur, tu ne sais même pas comment, sur quelle base ces réformes-là sont venues. Et on te dit de les... Ou bien on t'amène à une formation de 5 jours pour venir transmettre le sabbat aux élèves. Vous pensez que, madame, ça peut donner? Donc, pour finir, j'ai dit que les systèmes, j'interpelle même les autorités de revoir ces différentes on va en parler quand on va venir aux recommandations. Ça pourrait être des pistes de solutions que vous pourrez notamment aborder. Monsieur Diarra, chez vous, est-ce que vous avez ce même ressenti qu'on vient d'avoir tout de suite sur les réformes? Le professeur n'est pas formé, mais on lui demande d'exécuter une certaine politique, notamment les réformes. Non, je suis parfaitement... Vous ressentez cela au quotidien, vos collègues et tout? Oui, moi j'enseigne au lycée, on est confronté à ce problème avec l'APC. On est confronté à ce problème. Et d'ailleurs même, le système APC demande des conditions qui ne sont pas réunies au Mali. Voilà. Comme quoi? Vous pouvez nous en citer certains. Exemple, voilà. Et le nombre d'élèves par classe. Voilà. Idéalement, pour appliquer l'APC comme ça se doit, il faut 20 élèves, mais maximum, voire 25. Pour vraiment l'exécuter et que l'élève apprend comme il faut. Voilà. Puisqu'on a demandé de développer à l'enfant des compétences. Et pour le faire, il faut que l'enfant participe à l'activité. Oui. Et un certain nombre d'élèves dans une classe ne peut pas permettre d'appliquer ça. Donc, on voit que 60, 50, pas possible. Donc, le système actuel au lycée demande à être amélioré. Ça demande des conditions matérielles. Et ces conditions matérielles ne sont pas réunies, comme l'a dit M. Diallo, ne sont pas réunies. Et nous sommes confrontés à ce problème. C'est pourquoi des évaluations qui doivent être faites ne sont plus faites parce qu'il y a suffisamment d'élèves dans une classe. Alors moi, j'allais vraiment vous demander cela et vous me tendez la perche. C'est concernant les évaluations. Oui. Les évaluations sont faites, mais est-ce qu'à une certaine période, il y a une réelle évaluation de la mise en œuvre de cette réforme? Ah, voilà. Est-ce que réellement? Voilà, oui. Ça c'est le travail des inspecteurs
Ce sont les inspecteurs qui doivent venir sur le terrain, voir les insuffisances, ensuite remonter l'information aux hautes autorités. Et prendre des mesures pour corriger. En tout cas, à causer avec les enseignants, tous les enseignants sont confrontés à ce problème au lycée. L'application de l'APC pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, même au niveau de la documentation. Ah oui, au niveau de la documentation. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Il y a des lycées qui n'ont pas de bibliothèque. Il y a des lycées qui n'ont pas de salles d'informatique. Il y a des lycées qui n'ont même pas, idéalement, le matériel nécessaire pour l'appliquer. Oui. Mais et pourtant, c'est le meilleur système au monde. Oui, c'est le meilleur système au monde. Mais les conditions matérielles ne sont pas réunies au Mali. C'est le meilleur système au monde d'après qui? D'abord l'UNESCO, quand tu vas par exemple en France, au Canada, dans les autres pays scandinaves, c'est le même système. On essaie de mettre les enfants au centre de la formation. Aux États-Unis, c'est le système APC, où les enfants font eux-mêmes le travail. Mais ils ont les moyens matériels. Mais nous, on manque. Donc, l'UNESCO a mis sur... Bon, je ne vais pas dire que c'est l'UNESCO qui a imposé, mais l'UNESCO... Elle est l'un des porteurs du système. ce système-là. Voilà. Parce que l'UNESCO trouve que aujourd'hui, sur le plan professionnel, les enfants doivent être mieux formés. Et pour ce faire, il faut qu'eux-mêmes soient au centre de la formation. C'est ça. Monsieur Diallo. Voilà, je vais le compléter également en matière de difficultés. Madame, vous savez, aujourd'hui, il n'y a même pas 3 jours, on a fait appel à tous les professeurs, les proviseurs et même les DECAP. Au niveau de votre rive. Oui, c'est ça. Ok, droite. Voilà. Donc, les difficultés ont été soulevées jusqu'à ce que certains proviseurs n'ont pas pu parler. Ils ont préféré de se taire. Oui, les difficultés. Parce que c'est les mêmes difficultés que chaque année, ils soulignent les mêmes difficultés. Mais il n'y a pas d'amélioration. Les simples papiers qu'on utilise pour évaluer les élèves, les proviseurs n'en ont pas. Je vous en prie, j'ai failli pleurer ces jours-là. Les sujets des bacs là, de l'année passée, les proviseurs, ils font de telle sorte que, parce qu'il y a déficit de papier. Les sujets sont là. Maintenant, à la rentrée, pour avoir l'emploi du temps et tout ce qui s'ensuit, la liste des élèves, ils utilisent l'autre verso des sujets. Comment vous pouvez comprendre cela? Il y a les sujets d'un côté. Les sujets, au lieu de les jeter, les papiers là, voilà. Les anciens sujets là sont à jeter. Mais les proviseurs, ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire démarrer l'école. Ils gardent les anciens sujets pour pouvoir utiliser le verso pour leurs besoins. Parce que la rentrée ne peut pas se faire sans pour autant que les élèves sachent quelle classe je dois faire et qu'est-ce qu'il faut orienter les élèves. Avant la rentrée, et les professeurs, il faut faire leur emploi du temps, leur répartition. Mais sur quel papier? Le papier, ils n'en ont pas. Madame, imaginez. Et on est en train de mobiliser tout le monde pour la rentrée scolaire. Ils ont des difficultés, les proviseurs. Il y a des écoles qui n'ont même pas de groupe. Parce qu'avec les coupures intempestives, il y a des professeurs, il n'y a pas d'électricité pour faire les copies, pour faire les sujets. Ils enlèvent de l'argent dans leur propre poche pour faire fonctionner ces établissements publics-là, madame. C'est trop compliqué. Quand j'ai écouté ces proviseurs-là, j'ai failli pleurer. Nous pensions qu'ils sont dans tous les bonheurs du monde. Mais malheureusement, c'est des proviseurs, c'est des DECAP qui sont en train de souffrir. Ils font fonctionner les établissements là dans leur propre salaire. Les budgets de fonctionnement, les fonds de fonctionnement sont arrêtés depuis quel moment? Donc, ce n'est pas la peine. Ça, c'est un premier aspect. L'APC, comme il a si bien dit, les classes dans les établissements, l'effectif qu'on les envoie, ça fait souvent des classes de 200. Des classes où il y a 200 étudiants. Comment vous pouvez faire un système de regroupe? Parce que les étudiants travaillent par groupe. Oui. Le professeur vient, il les regroupe, il les répartit les élèves par groupe. Il s'asseye en groupe de travail. C'est ça l'APC. Et le professeur vient, il vient avec les sujets photocopiés et des documentations mises à la disposition des étudiants. Donc, selon les documents mis à votre disposition, dites-moi ça. Mais tant que puisque le professeur n'a même pas les moyens, le proviseur n'a même pas les documents, n'a même pas les moyens de faire des copies, comment on peut évaluer les élèves?
Quel document tu vas mettre à la disposition des élèves? Il n'y en a pas. Madame, aujourd'hui, l'école malienne souffre. Le système éducatif souffre. Mais chaque année, on signale les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais pas de changement. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Donc, en gros, le cadre scolaire n'est pas favorable. N'a pas la priorité des autorités. Non, en fait, parce que, non, je vous en prie. D'accord. Même si c'est une priorité des autorités, mais je pense que... Jusque-là, on ne voit rien. Jusque-là, on ne voit rien. Voilà. Parce que les acteurs qui sont sur le terrain, ils sont confrontés à pas mal de difficultés. L'effectif pléthorique, les moyens, les salles de classe. Pendant les examens, nous, en tant que superviseurs, on vient trouver les élèves, les candidats et les professeurs, l'eau en train de suinter. Les plafonds. Il y a des classes qui n'ont même pas de fenêtres. Les portes sont cassées. Et dans quelles conditions on travaille? Alors qu'on dit que les conditions jouent très bien un rôle important dans la formation. Exactement. Le cadre d'apprentissage compte aussi bien pour les enseignants que les élèves. Merci. Bon, c'est ça qui nous manque. Réellement, faire un tour dans les établissements d'enseignement secondaire, aussi bien que les établissements fondamentaux. Au fondamental, n'en parlons pas. Une classe de 6e année, tu trouveras qu'il y a 200 élèves, ou bien 100 personnes. Ça, c'est des classes à double vocation. Un seul maître pour 2 classes. Tu tiens... Normalement, cette classe doit être éclatée entre 2 enseignants. Mais c'est un seul enseignant qui prend cette classe-là. Et qu'est-ce qu'il veut? Quel objectif il veut? Il veut amener les élèves à bon port, mais il n'a pas les moyens. Donc, c'est un pilotage à vue. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. On sait que le cadre n'est pas aussi favorable, en tout cas pour les élèves maliens. Je crois que vous l'avez dit, Monsieur Diarra, il y a des lycées qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas de cadre assez approprié, avec la surcharge du nombre d'élèves dans les classes. Mais souvent, on parle d'un fait. C'est vrai que c'est une lourdeur pour les enseignants, mais est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas une justificative pour certains enseignants? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que en réalité, tous les enseignants ont un niveau pour enseigner? Je dirais oui. En tout cas, ce qui concerne l'école publique, les écoles publiques. Parce que pour enseigner dans les établissements d'enseignement secondaire, soit tu as la licence ou bien le master. Et puis, avant d'avoir la licence, tu passes dans les écoles de formation. Des maîtres, tu fais 4 ans. Niveau DEF après le DEF, tu fais 4 ans de formation. Et progressivement, tu montes. Pour avoir la licence, à partir des concours de formation professionnelle, tu as la licence et on te dit 3 ans après, tu peux prétendre à une autre formation pour prétendre au master. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'enseignement secondaire, les professeurs ont le niveau. C'est les moyens qui les manquent. Et l'effectif les défavorise. Les conditions de vie, les conditions de travail les défavorisent. Et raison pour laquelle on n'arrive pas à voir, à toucher l'effort qu'ils sont en train de faire, le résultat. Et au fondamental aussi, les enseignants qui sont là-bas, c'est des enseignants qui sont sortis des écoles de formation. 4 ans de formation. Bon, je ne veux pas trop m'aventurer sur les cas des privés parce que là-bas, il y a pêle-mêle. Mais, quel qu'en soit, là-bas aussi, c'est les mêmes professeurs de l'enseignement secondaire, du public qui travaillent dans les... Mais on peut dire qu'on appelle pratiquement la même formation. Voilà, la même formation. Vous êtes dans le cadre privé. Voilà. Mais vous voyez, lui, il a le master. Est-ce que c'est toujours aussi un peu pêle-mêle? Bon. Non, pas votre établissement, on va dire, mais peut-être pour d'autres établissements. Bon. En réalité aussi, les conditions de travail des enseignants sont déplorables. Les conditions vraiment sont déplorables. Mais je rejoins M. Diallo. Sur les infrastructures, c'est pratiquement le même problème. Oui, le même problème. Mais en termes de ressources humaines, on a le même diplôme. Ceux qui sont dans le public, ceux qui sont dans le privé, c'est le même diplôme. Seulement la différence, c'est qu'ils sont dans la fonction et nous, on travaille dans le cadre privé.
Voilà, donc, ce qui fait que souvent, on a un peu tendance à nous minimiser un peu. Pour les enseignants, je vais revenir là-dessus et je vais même un petit peu insister parce qu'il y a deux faits. Oui. Parce que on balade nos micros avec les citoyens et on a toujours des retours, des enquêtes, des collègues et tout ça. Oui. Il y a un premier fait où les élèves disent souvent Monsieur est retardant. Ça veut dire le professeur même ne connaît pas. L'élève pose une question au professeur et le professeur se permet de dire non, je ne sais pas. Qu'il y a des cas comme ça. Ou bien le professeur donne une réponse qui n'a absolument rien à voir avec la question. Oui. Ça, c'est un fait. Et pendant tout ce qui a été comme sujet sur les politiques de l'école, on a vu le ministre de l'enseignement aussi lors des interrogations sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait sur les politiques d'école, pourquoi l'école malienne a encore beaucoup de difficultés. Il y a eu un sujet qui s'est posé, notamment la formation continue, dont les enseignants doivent bénéficier, mais ils ne bénéficient pas. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des failles, il y a forcément des insuffisances chez certains professeurs, mais vous le dites tout de suite qu'ils sont bien formés, mais il y en a quand même qui ont des insuffisances alors. Madame, la formation continue dont vous parlez là, je me retrouve très bien dans ce sujet-là. La formation continue. Les autorités ou bien l'administration scolaire en train de piétiner cette formation continue qui est un droit. Donnez-nous des détails, on en a besoin. La formation continue. Oui. Les enseignants ont droit à la formation continue, mais même en dehors de l'école, dans une entreprise, l'entrepreneur doit former ses travailleurs. Les actualiser quand même. Ça quand même, c'est un droit fondamental. Mais chaque fois que si le travailleur a son début jusqu'à 10 ans, il n'a pas reçu aucune formation, quel résultat vous, en tant qu'employé, quel résultat vous voulez obtenir? Donc, pour ton entreprise, pour le bon fonctionnement de ton entreprise, il est impératif pour toi de trouver une formation pour améliorer la capacité de tes travailleurs. C'est la même chose pour l'éducation. Aujourd'hui, va à l'ENSUP. Les milliers, nous sommes à l'heure actuelle, les enseignants sont en train de chercher à aller se former pour avoir le niveau. Mais on est en train de les bloquer. Les autres universités sont là. La FAG, il y en a beaucoup de facultés qui sont là, qui peuvent former, améliorer le niveau de ces enseignants-là. Mais les obstacles sont là qui les empêchent d'aller. Et ces obstacles-là, c'est politique. Les textes. Si tu veux te former, on te montre une série de textes. Est-ce qu'il y a, j'allais poser cette question. La loi 3282. Il y a des textes qui protègent cela. Sûr. À une fréquence bien déterminée. Bien sûr. La loi 3282 dit que, ou bien même la loi 007 du 16 janvier 2018, le statut des enseignants détermine ça. L'enseignant doit bénéficier d'une formation. Après sa titularisation, 2 ans, 3 ans après, l'enseignant doit aller se former. Et après une formation, tu reviens encore prendre service pour prétendre à une autre formation 2 ans après. Mais c'est ce processus-là qui est une course de combattants pour les enseignants. Mais comment ça s'explique? Comment ça s'explique alors? Ouais, c'est vrai que c'est politique un petit peu, vous venez de le dire, mais comment ça s'explique en gros? Non, bon, ils trouvent que les autorités pensent que on ne peut pas laisser tous les enseignants d'aller se former. On ne peut pas laisser tous les enseignants et abandonner les élèves. Alors que tout le monde ne peut pas être admis à ce concours-là. Et la politique, pour bloquer ces enseignants-là, l'ENSUP, on oriente tous les enseignants vers l'ENSUP. Il n'y a que 3 grandes écoles de formation. L'ENSUP, l'ENTP, Balafaségué. Parmi d'autres universités, grandes écoles au Mali. Et pourtant, il y a d'autres universités qui forment les professeurs de l'enseignement secondaire en histoire et géographie. Mais on bloque les enseignants, on empêche les enseignants d'aller là-bas. Pour moi, moi qui vous parle, je suis en train de payer ma propre formation. 1 800 000. Ou bien, voilà, pour pouvoir avoir le master.
Et qui profite? C'est l'État qui profite. Parce que à mon retour, je dois passer un message convaincant à mes élèves. Je serai à la hauteur de transmettre mon message et de faire ce que l'État me demande. Mais si je ne suis pas formé, parce que soi-disant qu'on ne peut pas laisser passer tous les enseignants d'aller se former, on prend 15 par filière sur l'étendue du territoire du Mali. Les enseignants sont dans les besoins de se former. Ils payent leur propre formation. Ce n'est pas l'État. C'est pas l'État qui... L'État les octroie l'autorisation d'aller se former. Et au retour, c'est eux-mêmes qui payent leur propre formation. Et qui profitent. C'est l'État. Mais moi, il faut que l'État mette une politique. Met un accent sur cette politique que c'est en formant ces enseignants, en formant ces travailleurs, que tu peux avoir un résultat escompté. Bon, les enseignants qui repoussent, les professeurs qui repoussent les élèves, je ne connais pas. Ce ne sont pas des pédagogues. Ça, il faut le dire. Hein. Un bon pédagogue, il y a plusieurs façons d'animer une leçon. Si l'élève te pose une question, tu le renvoies. Tu le renvoies à la classe. Ou bien tu reportes la question. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la technique d'animation. Tu me poses une question que je n'ai pas tout de suite la réponse. C'est pas parce que je vous renvoie. C'est ça qu'on appelle relancer la question. Mais est-ce que aussi c'est pas... Si je renvoie la question à demain, là, les élèves au retour en venant, ils vont amener la réponse. C'est ça l'APC, mettre l'enfant au centre de sa propre formation. De faire en sorte que l'enfant aille lui-même faire des recherches. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que tout vienne du maître. Il faut que l'enfant, tu le mets au centre de sa formation. Sûrement que l'approche n'a pas été bien faite. Monsieur Diarra, dans le privé, on le sait très bien, on dit c'est aussi le secteur où, quand ça chôme un peu, on va enseigner. Oui. Bon, par rapport au niveau des... C'est l'hôpital pour soigner un petit peu la pauvreté, on le dit. Bon, en tout cas, moi, quand même, je n'y enseigne pas par nécessité. Non, moi, j'ai été formé à l'ENSU. Et je suis obligé d'enseigner. Et j'enseigne. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas. Mais je tiens quand même à vous dire que le système de recrutement au privé pose des questions. Ah. Oui, le système de recrutement. D'accord. Merci. Aujourd'hui, pas mal de privés ne tiennent pas compte du cadre professionnel. Est-ce que monsieur là a le master ou pas? Puisque lui, il a dit, pour enseigner à l'école secondaire générale, il faut avoir le master ou la licence. Or, beaucoup enseignent au lycée dans le privé et qui n'ont pas le master. Pas de master. Parce qu'il va coûter moins cher aussi à l'établissement, oui. Parce qu'il va causer moins de problèmes à l'établissement. L'établissement veut avoir des sous sans pour autant... Oui, la main devient moins chère. Mais aujourd'hui, on doit le dire. Est-ce qu'on ne doit pas le dire pour essayer de trouver des solutions apaisantes? Parce que l'enjeu derrière, c'est nos enfants et c'est la ressource humaine du pays par la suite. Je suis parfaitement d'accord, mais ce travail revient aux autorités. Ce sont les inspecteurs qui doivent aller dans les établissements, imposer des règles de recrutement aux promoteurs. C'est le travail des inspecteurs. Les inspecteurs ne viennent pas dans vos établissements? Bon, en tout cas... Ils se font rares. Ils se font très rares. Madame, Monsieur Diallo, pourquoi les inspecteurs se font trop rares? Voilà, les inspecteurs, il n'y a pas que des inspecteurs. Les inspecteurs, c'est des IPRES, de l'enseignement secondaire. Mais au niveau fondamental, il y a les CAP, les conseils pédagogiques. Pourquoi ils se font rares? Les moyens. Les moyens, tout c'est lié aux moyens. Un inspecteur de l'enseignement secondaire, tu lui demandes d'aller superviser, il va te dire que je n'ai pas de carburant, je n'ai pas les moyens de déplacement. Il n'y a pas ces moyens-là qui sont mis à disposition. Alors qu'il y a un moyen, il y a un fonds qui est mis à leur disposition, mais ce fonds-là est coupé. Donc, et les conseils pédagogiques, ils n'ont pas... Imaginez, dans un cap, s'il y a 16 conseils pédagogiques pour 3 motos, pour aller sillonner les établissements au moment où les enseignants sont en classe, 3 motos pour 16 conseils pédagogiques. Comment on peut... Et ces motos-là, il n'y a pas de carburant. C'est les conseils même qui enlèvent de l'argent dans leur propre poche pour mettre du carburant dans la moto pour aller une seule fois, peut-être dans la semaine ou bien dans le mois, pour aller superviser. Et quelle réponse, quel résultat vous voulez? Bon, les inspecteurs, c'est la même chose. On ne voit que les inspecteurs, vous m'excusez, au moment des tests,
les tests. Ouais. Parce que les professeurs de l'enseignement secondaire, après avoir, si tu as la licence, tu viens d'être recruté dans les établissements d'enseignement secondaire, on te donne quelques mois seulement et on te programme pour un test sur ta propre demande. Venez me suivre, je vais passer à l'emploi du professeur principal. Et ils viennent, les IPRES viennent te superviser. Donc, c'est en ce moment que leurs coordinateurs, en collaboration avec l'éducation, ils se répartissent entre les établissements. Ils ne peuvent pas tous sillonner parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Ils sont en nombre insuffisant, les inspecteurs. Et les conseillers, ils ne peuvent pas sillonner les établissements d'enseignement fondamental tous les jours parce que les moyens sont limités. Il faut le dire. Les moyens, les moyens sont limités. Ils souffrent énormément. Certains conseillers pédagogiques utilisent leurs propres moyens de déplacement pour aller sillonner, pour aller suivre un enseignant dans sa classe. Souvent même, il y en a qui font à pied, je vous dis, madame. Ça, c'est à Bamako, hein. Mais allez-y dans les brousses, dans les coins de brousse. Les inspecteurs, les décap des cercles. Tu peux même faire une année dans les villages là, où il y a des écoles là. Aucun conseil pédagogique ne passera dans ces établissements-là. Tu peux faire une année scolaire. Aucun conseil pédagogique. S'il n'y a pas un candidat là-bas. Et même s'il y a un candidat, on invite ce candidat-là de se retrouver dans un lieu de cercle, d'arrondissement. Pourquoi ça? Il faut leur donner les moyens, les conseillers, pour qu'ils se déplacent, pour aller voir l'enseignant dans sa propre classe. Ouais. Mais on te fait déplacer. Bon, toi, tu es à 15 km ou bien à 20 km de Oussoubi-Diayan. Bon, viens jusqu'à Kita. Tu viens faire ton test. Pourquoi? Pourquoi ça? Et on te fait quitter pour venir faire. Tu parcours des distances. Donc, c'est parce que les moyens manquent. Oui, les moyens manquent. Mais ce système prévaut aujourd'hui ou bien ça a toujours été ça? Ça n'a pas été comme ça. Okay. Parce qu'à l'époque, quand nous, on était élèves, chaque fois, on recevait, on les appelait inspecteurs. Quand on dit que l'inspecteur doit se rendre dans notre école aujourd'hui, tous les élèves, tout le monde est mobilisé, les conseillers, les enseignants, tout le monde. Donc, mais ça, c'est des années très éloignées. Mais les choses ont changé. Puisque les moyens manquent, donc, difficilement, mais il y a des caps. Il y a des centres d'animation pédagogique qui n'ont même pas de moyens de déplacement. Le DECAP n'a même pas de moyens de déplacement. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Alors qu'il est appelé à organiser, superviser, coordonner les actions dans un établissement. Les défis sont énormes. Ah oui, les défis sont énormes, Monsieur Diallo. On parle d'enseignants, on parle d'enseignants, on parle d'établissements scolaires. Quand même, il y a certains acteurs. Les acteurs, c'est notamment aussi les parents. Oui. Et quel est le rôle des parents aujourd'hui par rapport à ça? Les parents sont quand même informés de tout ça, ils sont conscients de ça, ils voient ça. Mais aujourd'hui, les parents, ils agissent comment? Ah non, moi personnellement, je réponds que les parents ne s'impliquent pas dans la formation intellectuelle de leurs enfants. Les parents ne s'impliquent pas. Bon, pas tous les parents, mais pas... Beaucoup ont démissionné, comme on le dit. J'ai pour preuve, dans mon établissement, et le surveillant, il a donné les bulletins, les bulletins de notes. Ils ont demandé aux enfants d'aller faire appel à leurs parents pour venir récupérer les bulletins de notes. Jusqu'à un mois, les parents ne sont pas venus. Certains parents ne sont pas venus récupérer les bulletins de notes de leurs enfants. Ne s'impliquent même pas. Ne demandent pas comment les enfants sont enseignés, les conditions de travail des enfants, rien. En tout cas, l'enfant quitte la maison, vient à l'école, ben voilà, c'est nous qui sommes chargés de l'enseignement. Donc, je veux juste dire que les parents ne tiennent pas compte de l'importance de l'enseignement pour les enfants, honnêtement. Ce qui fait que les enfants souvent sont désorientés, sont délaissés à eux-mêmes. Et ça cause d'énormément de problèmes aux établissements. Et problèmes de discipline, et nous aussi, qui sont chargés de les enseigner. Et donc, quand les parents s'impliquent davantage, les enfants pourront porter d'importance à l'enseignement, honnêtement. D'accord, M. Diallo, le rôle des parents dans tout ça, on a compris, hein, les parents sont absents, ils sont démissionnaires. Ça aussi, si on explique les raisons, les causes et tout, mais ça ne justifie pas quand même. Un parent, vous avez votre enfant, vous avez cette charge. Le devoir de le suivre. Exactement, vous avez le devoir de l'accompagner, de le cadrer, de l'assister jusqu'à ce qu'il devienne
un homme majeur et totalement autonome. L'Académie a un regard sur ça, sûrement, mais vous, qu'est-ce que vous direz par rapport aux parents qui Bon, jouent pas leur rôle, qui c'est jouent que leur- nous interpellons toujours les parents. En début, tout juste à la rentrée, on invite les parents à s'impliquer dans la gestion, dans la formation de leurs enfants, à travers les APE, Association des parents d'élèves, à travers les CGS, Comité de gestion scolaire, à travers les mères éducatrices, l'AME. On les appelle, on prépare la rentrée ensemble, on évalue, on fait tout, on fait le bilan. Et on attire leur attention. Même les collectivités sont interpellées dans ça. Les mairies. Aujourd'hui, là, les collectivités sont les acteurs de l'école. L'école, ça appartient aux collectivités. C'est une école en mode décentralisé. Mais on ne les voit pas. Il faut le dire. L'école, les mairies, les collectivités, tu convoques une réunion en demandant un représentant par collectivité, par mairie, tu vas voir qu'il ne sera pas présent. On appelle les policiers, ils viennent. On appelle les porteurs d'uniforme, ils viennent. Mais les acteurs même de l'éducation sont absents. Comment vous pouvez comprendre? Les parents, n'en parlons pas. Quand les bulletins sortent, normalement, c'est ça qu'on faisait à l'époque. Les bulletins, on appelle tous les enfants, on dit à tous les enfants, appelle ton père, papa, tes parents. De venir demain, c'est la remise des bulletins. Et c'est devant un monde. Et c'est là-bas où on donne les bulletins aux parents pour voir, pour montrer aux parents que voilà l'effort de ton enfant. Ce jour-là, si ton enfant est premier, tu es satisfait. Mais si ton enfant sort avec une moyenne médiocre, donc ça va te dire quelque chose. C'est une manière d'interpeller les parents, à demander aux parents de s'impliquer. Ce n'est pas le monde scolaire, l'administration scolaire seulement qui est appelée. J'ai dit que le premier soubassement, c'est la famille. L'éducation de l'enfant, c'est la famille. Mais si cette famille est défaillante, forcément, non, il n'y a pas de solution, madame. Donc, il c'est- faut reconnaître qu'aujourd'hui, la défense des parents, ce n'est même pas caché. Non, même pas. Ce n'est même pas caché. D'accord, il y a un autre acteur qui est le centre même, qui est le centre, hein, c'est les enfants. C'est les enfants. On les oublie, on parle d'éducation, on parle de système éducatif, mais souvent on oublie un peu, on les met en arrière. Peut-être on ne les oublie pas, mais on les met en arrière. Pourtant, ils ont un rôle aussi. Autant les parents ont un rôle, autant les institutions, les établissements ont des rôles. Mais le rôle des enfants, est-ce que les enfants sont conscients d'un rôle qu'ils peuvent avoir et comment ils peuvent réellement contribuer à faire en sorte que certaines situations défaillantes soient peut-être allégées? Bon, comme je l'avais dit, ce sont les parents qui doivent expliquer aux enfants l'importance de l'école. Quand un élève, un apprenant sait vraiment qu'il a un objectif à atteindre en termes scolaires, il va l'atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut que les parents les accompagnent, c'est tout. Le rôle que l'enfant doit jouer, c'est quoi? C'est la discipline. Et cette discipline est donnée par les parents. Point. Et ce que moi je veux juste dire par rapport à ça, par rapport aux enfants, c'est que les enfants sont désorientés aujourd'hui. Ils sont désorientés carrément. C'est pourquoi ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Le taux de bac le reflète. Les enfants sont désorientés parce qu'ils ne sont pas informés de l'importance de l'école par leurs parents. Donc, en un mot, l'enfant qui est censé être au centre est un peu mis à l'écart, non pas par les enseignants, mais par les parents, honnêtement. Voilà. Parce que les parents ne s'impliquent pas. Ils ne demandent pas comment a été la journée scolaire, ils ne demandent pas les numéros des enseignants, ils ne demandent pas les numéros d'administration pour savoir est-ce que l'enfant se comporte bien et rien. L'enfant sort à l'école, il fait ce qu'il veut, il rentre là, aucun contrôle, aucun cahier de mise à jour, rien. Et donc du coup, l'enfant dit bon, il ne prend pas ça comme un mal ou quoi, il continue jusqu'au jour où le résultat sort là et l'enfant n'a pas passé, le parent commence à dire ah l'enfant est... Alors que le parent, c'est lui qui est le premier responsable en termes de notes. L'enfant, oui, il fait le travail. Le professeur, il fait le travail. Mais le premier responsable à aider l'enfant, c'est le parent.
C'est lui qui va, ah ben, tu as eu combien à l'école? Ah oui, j'ai, ah mais tu peux mieux faire. Voilà. Mais l'enseignant peut fournir des fois pour faire comprendre les choses. Mais porter l'intérêt à la chose, ce sont les parents qui doivent expliquer ça. D'accord, M. Diallo, par rapport au rôle des... Moi, je voulais juste bondir sur un aspect que mon co-débatteur. D'abord les parents, mais il faut reconnaître que les enseignants, si tu as la pédagogie, depuis le premier jour de la rentrée, tu donnes, tu prends 15 minutes avec les enfants pour les sensibiliser. Bon, peut-être lui, il parle au niveau secondaire. Alors que même le niveau secondaire là, ça prend naissance au niveau fondamental. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du fondamental. Oui. Il faut bien préparer ce bâtiment-là. Les enfants qui sont au secondaire, ils ont une certaine connaissance et responsabilité. Ouais, ils ont un voilà. Mais au niveau fondamental, dès le premier jour de la rentrée, la première semaine de la rentrée, le maître doit prendre son temps, accorder 10 minutes à ses élèves pour pouvoir les sensibiliser. Pourquoi vous êtes là? Imaginez l'effort que vos parents font. Tu as un joli sac. Qu'est-ce qui t'a payé ça? Qui t'a payé? C'est tes parents. Donc, à ton tour, quel est ton rôle, toi, en tant qu'élève? Donc, voilà, tu éveilles la conscience de l'enfant à partir de ces chaînes-là. Donc, à part de le motiver. Raison pour laquelle il y avait un pédagogue qui, son rôle, c'était organiser, distribuer des cadeaux aux enfants, aux filles, la scolarisation des filles, pour attirer l'attention des filles sur l'importance de l'école. L'école, il faut faire savoir à ces filles-là que seule l'école qui peut te faire sortir de cette vie buissonnière. Il faut que c'est l'école qui peut t'échapper au mariage forcé, au mariage précoce. Donc, les femmes, il y a des femmes bureaucrates aujourd'hui, des ministres. Tu essaies de faire une leçon de morale aux enfants, de telle sorte que toi, ta leçon va les intéresser. Oui, davantage quand même. Mais il faut être pédagogue. Oui. Mais je vous avoue, vous m'excusez, hein, chez nous, la plupart je ne voulais même pas, comme c'est mon camarade, il évolue dans le secteur privé. Mais madame, il faut reconnaître que je ne voulais pas toucher de ce secteur-là. Mais il faut reconnaître qu'il y a grand chose à faire dans ce secteur-là. Il faut vraiment réorganiser ce secteur-là. On recrute n'importe qui. Parce que les promoteurs, ils fuient les anciens qualifiés. Les personnes, les ressources bien qualifiées. Ils fuient ça. Mais des anciens qui sont payés à 20 000 francs, 25 000 francs, font leur affaire que les anciens qui sont payés à 100 000 francs, 150 000 francs. On ne peut pas les légaliser aux fonctionnaires de l'État. Il peut pas sur le même pied d'égalité quand même. Au moins. Mais aujourd'hui, les enseignants des écoles privées, ils n'ont aucune pédagogie. Oui, carrément. Au fondamental, quand même, il n'y a aucune pédagogie. Oui, au fondamental. J'ai mes élèves qui ont été renvoyés en 9e année, qui sont en train de dispenser des cours aujourd'hui dans les écoles privées. Mon Dieu. Oui. C'est un gros drame. Donc, c'est nos enfants qui tombent dans leurs mains. Et on dit que mon enfant est privé, mon enfant est dans une école privée. Mais quel est le résultat? Et c'est non seulement son père est en train de payer très cher dans ces écoles privées, mais à la maison, il donne cours. Il cherche un professeur qui engage ses enfants-là encore très cher. Et quelle est l'importance des écoles privées en ce moment? Et on nous fait croire que les écoles privées sont des écoles meilleures. C'est un débat. C'est un débat. J'espère que je vais vous ramener sur ce plateau pour ce débat, parce que ça aussi c'est un autre sujet, le secteur privé, l'éducation dans le secteur privé. Voilà, on va revenir. On ne saurait terminer ce plateau, s'il vous plaît, monsieur, sans parler normalement du programme scolaire. Oui. On ne va pas parler de manuel parce qu'on a tous compris qu'il y a un déficit en termes de manuel scolaire, mais le programme scolaire, est-ce que le programme scolaire aujourd'hui est adapté? Je vais commencer par vous, monsieur Diarra. Est adapté, mieux, il faudrait mieux faire, ou ça ne correspond pas
Bon, au fait, par rapport au programme, je vais juste dire que le programme répond un peu à des standards internationaux. C'est-à-dire qu'il y a une vision de l'UNESCO qui est là et on essaie d'adapter les programmes scolaires en fonction de cet idéal. Par exemple, en philosophie, le programme, je peux dire que on a tendance à enseigner plus les auteurs internationaux que les auteurs africains. Mais c'est quoi? C'est que tu quittes le Mali, tu es censé aussi étudier ailleurs. Donc, focaliser par exemple sur les auteurs nationaux peut t'handicaper sur le plan international. Donc, je vais dire que le programme, pour moi, ce n'est pas un mal en soi. Ce sont les conditions de travail qui peuvent améliorer le programme. D'accord. Voilà. Pour moi, le programme, c'est pas un problème. Bon, pour moi, à vous entendre, on peut faire un mix des deux. Voilà. Tout simplement. Voilà. Monsieur Diallo. Oui, madame. Oui. Moi, je vois très mal le programme scolaire malien. Ah. Très mal. Ah oui, d'abord. D'abord, il n'y a même pas, lors du Covid-19, le programme a été revu. On a réduit le programme. Il y a des matières qu'on a carrément enlevées. C'est très bien. Mais jusqu'à présent, il y a certaines matières qu'on est en train de dispenser au niveau du second cycle, notamment la 7e année et la 8e année, sur la France, les États-Unis, l'Europe. Madame, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les autorités maliennes d'actuel sont dans la logique de nous faire sortir de ces choses-là. De travailler réellement avec notre propre moyen, notre propre fonds. Et pourquoi pas l'éducation aussi? Pourquoi aujourd'hui on continue à enseigner l'Europe dans ces classes-là? Pourquoi? Donc les réalités du terrain, il y a fausse route entre les réalités du terrain et le programme enseigné dans nos établissements. Donc moi je pense, et en plus de cela, le programme qu'on enseigne dans certains établissements d'enseignement secondaire ce programme n'est pas enseigné dans l'autre. C'est une vitesse. Ou bien, en fait, voilà. c'est pas uniformisé. Ce n'est pas uniformisé. Ah, c'est okay. ça que je veux dire. C'est pas uniformisé. Ce n'est pas du tout uniformisé. On enseigne ça dans cet établissement d'enseignement d'enseignement secondaire. On a cet établissement d'enseignement professionnel, il n'a pas le même programme. Et même si c'est les enseignements professionnels, ils doivent avoir les mêmes programmes, d'harmoniser les mêmes programmes. Mais vous allez voir, à cause des difficultés dans les centres de formation professionnelle, les outils, en défaut de ces outils, parce que là-bas, ils travaillent avec des machines, ils travaillent avec des outils, ils mettent les enfants la main à la pâte dans les conditions de travail, mais ils n'ont pas les moyens. Donc les enseignants font quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de programme. Donc c'est pour vous dire que le programme d'enseignement aussi fait énormément défaut. Ça fait défaut. Pour quelles raisons? Je prends un exemple. Les écoles fondamentales, les manuels qu'on donne aux professeurs de l'enseignement fondamental, aux maîtres de l'enseignement fondamental, on les exige. Tel document en 3e année, tel document en maths, tel document en lecture, tel document. Mais allez-y dans les écoles privées. Tu vas trouver le contraire. Et en lecture et en maths. En lecture et en maths. Surtout en lecture. Et raison pour laquelle vous, en tant que parent, vous allez vous rendre compte que ton enfant peut réciter, faire semblant de lire, mais il est en train de mécaniser, il est en train de réciter. Il faut montrer-lui une phrase, un mot, il ne pourra pas déchiffrer. Parce que dans les écoles privées, ils le font mémoriser, le flamboyant. Mais chez nous, au fondamental, on utilise le Joliba. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est normal dans un pays, dans le même système? Les privés utilisent ça et les publics utilisent ça. Et pourtant, nous, on est tous soumis à un système. Mêmes autorités, même règlements, même textes. Mais, allez-y, vous les voir dans les établissements. On va vous dire de payer tel livre en lecture
Et ça coûte très cher. Mais va au fondamental. Le livre de lecture de Liba, 2000 francs. Ou à 1000 francs. Est-ce que c'est la même chose? Donc le programme pose, et raison pour laquelle l'État doit avoir un regard sur tout ça pour uniformiser. Si on veut avoir une éducation de demain, un citoyen bien formé. C'est ça que je vois. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, nous nous acheminons vers la fin de notre réflexion. Évidemment, il y a beaucoup à dire, beaucoup à poser sur cette table. C'est des sujets sur lesquels, dans le futur, on va sûrement revenir pour vraiment les développer. Il y a des aspects vraiment qui ont besoin de plus d'éclaircissement. La particularité de ce plateau est de sortir des recommandations et quelques pistes de solutions. On ne va pas trouver la formule magique, je le précise, mais quand même quelques recommandations seraient bien à apporter sur ce plateau. Monsieur Diarra. Moi, personnellement, ce que je recommanderais aux autorités, c'est d'investir davantage, non seulement dans les contrôles, même aussi dans les infrastructures et dans les moyens matériaux, permettant un cadre de travail propice aux apprenants. Et nous constatons aujourd'hui que les conditions de travail ne sont pas vraiment à hauteur de souhait en termes de résultats souhaités. Et donc, en termes de contrôle, moi, je souhaiterais que l'État s'implique davantage, et au niveau du public et au niveau du privé. Surtout au privé en termes de recrutement et en termes de conditions de vie aussi des travail des enseignants. Donc, ce que je recommande en termes de vision, c'est quoi? C'est que l'État essaie d'imposer un cadre de travail au privé et le même cadre de travail, comme l'a dit M. Diallo, et au privé et au public. Unique. Merci beaucoup, M. Diarra. M. Diallo, vos recommandations? Je n'ai qu'une seule recommandation, que l'État mette l'école au centre de ses priorités. Carrément, oui. C'est ça. L'État met l'école au centre de ses priorités. Priorité des priorités. La même manière que l'État est en train de mettre l'armée, la sécurisation du territoire, les enfants mal formés, les enfants mal encadrés finiront, pour éviter que ceux-là ne prennent pas de l'arme contre leur propre pays. Il faut les mettre dans les conditions. Il faut prioriser. Il faut mettre un accent particulier sur la formation des enseignants et des élèves. Ils sont appelés demain à être des adultes. Ouais, c'est ce que Pythagore dit. Éduquer les enfants et vous n'aurez plus à punir les adultes. Tout à fait. Merci, madame. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, vous avez apporté quelques éclaircissements aux téléspectateurs sur ce plateau. Voilà. Merci. Nous sommes à la fin de notre réflexion du jour. Monsieur Diallo, vous avez un mot à dire pour dire au revoir à nos téléspectateurs? Je vous remercie, madame, également. Peut-être une interpellation aussi pour les parents d'élèves, surtout. Oui, nous sommes à la veille de la rentrée. Hein. Il faut que les parents s'assument. J'interpelle les parents, les autorités, tout le monde. L'école, ce n'est pas une affaire d'une seule structure. L'école, c'est une affaire de tout. C'est une chaîne. Il faut que tout le monde s'implique. Et surtout les candidats. Les examens se préparent dès la rentrée. Il ne faut pas attendre le jour des examens pour commencer à grouiller par-ci, par-là. Merci beaucoup. Monsieur Diarra, votre mot pour dire au revoir, peut-être? J'interpelle les parents à s'impliquer davantage à la reprise, demander les numéros des enseignants et pour pouvoir demander aussi comment les enfants travaillent à l'école. Faire un suivi. Voilà. Téléspectateurs de Mandé TV, merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de cette réflexion du jour qui a pour thème quelle réflexion nécessaire pour répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui. Sur ce plateau, j'ai Monsieur Mamadou Diallo, il est le secrétaire général de la commune 6, membre également du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Mali, NEM, et également Monsieur Jean Diarra. Il a un master de l'enseignement secondaire général et professeur de philosophie. Monsieur Diallo, merci d'être... Merci, madame, à vous aussi. Votre contribution nous va à ravir. Merci, c'est à moi de vous remercier également. Monsieur Diarra, merci beaucoup. Voilà, droit au cœur, et vraiment, j'espère que nous aborderons
davantage sur l'éducation. Et merci à Diallo aussi. Je me ferai un plaisir de vous inviter si vraiment une thématique a vraiment besoin des personnes de ressources qui cadrent bien avec vos différents profils. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin de notre réflexion du jour. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement et toujours bonne fête aux téléspectateurs pour la fête d'indépendance du Mali qui a fêté ses 65 ans. Au revoir. Merci, au revoir.